7 janvier 2023, deuxième exposition de l'année. Ce soir, c'est vernissage. Elisabeth Lombard, Christophe Fétus Camula et Nicole Bercia. Pour le choc, la rencontre des cultures, des styles et tout ça enrobé d'onirisme. Bonsoir Mido. Alors Mido, ami de la mosaïque, membre du site Amiez. Alors partage régulièrement les activités de l'association, de la mosaïque. Ça va Mido ce soir? Content d'être là? L'univers de Chris Fétus. Eh bien merci d'être là. Hein. Jean-Luc Garcia, peintre. Christophe Fétus. Ah, et bien le meilleur pour la fin. On termine. Alors attends, est-ce que je vais y arriver du premier coup? Ah si, ouais, c'est bon. Vas-y. Ok. Coucou Cathy. Ça va? C'est une bonne soirée? On mange. On mange. Le discours. Et après Daniel, après le discours, on mange, on boit. C'est intéressant. Ok, donc voilà, discours, on mange, on boit, on répaille, on fait la fête et après on passe au portrait. Donc du 27 janvier au 15 février, deuxième exposition de l'année. Nicole Bercia à la sculpture, Chris Fétus Camula acrylique et technique mixte, Elisabeth Lombard à la galerie La Mosaïque. Ok, nous sommes le 28 janvier 2023, Galerie La Mosaïque, épisode 2, avec Nicole Bercia, sculptrice. Bonjour Nicole. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Donc, première exposition en galerie? Oui. Donc vas-y, raconte-nous, sculpture, méthode de cuisson, ta passion, technique, on t'écoute. Alors, je fais donc de la poterie raku. Donc, je suis céramiste autodidacte. J'ai commencé il y a une quinzaine d'années. Et à l'issue d'un stage de cuisson raku, j'ai Commencé à créer. J'ai commencé à créer, à reproduire cette découverte. Et donc la technique, je fabrique des pièces principalement décoratives avec un grès chamoté qui est plus solide. Donc grès chamoté, explique-nous. Alors grès chamoté, la chamotte c'est des morceaux de terre pilée qui sont ajoutés à la terre. On en a là parmi celles-ci? Toutes sont en grès chamoté, et ce qui donne une bonne résistance à la cuisson raku. Ensuite, donc, ces pièces sont cuites une première fois dans un four électrique, on appelle ça un biscuit ou un dégourdi. Et ensuite, la deuxième cuisson, qui sera la cuisson raku, on émaille la pièce, un émail qui s'appelle une frite. On peut émailler soit au pinceau, soit couler l'émail directement sur la pièce. Et on fait une cuisson raku. Donc le four raku, je dis comment il est constitué. Comme tu le sens, sinon après moi je pourrais ajouter un petit détail. Tu peux expliquer, là tu l'as pas déjà construit toi-même, tu l'as acheté. Non, je l'ai construit. Voilà, donc explique bien quoi, c'est un four que tu... Alors on va donc, cette cuisson raku se fait dans un four qui a été fait artisanalement par mes soins.
Et donc, Ah, mais ça doit être complexe ça déjà. Les gens ils peuvent pas s'imaginer. On peut l'imaginer tu sais, comme si tu faisais un barbecue. C'est un four qui est recouvert entièrement. alors c'est un four, c'est un bidon qui est habillé à l'intérieur avec de la laine de roche pour concentrer la chaleur. Ah, La combustion, c'est un brûleur avec une bouteille de propane. Et ensuite, parce que tu disais déjà que le méthane ou autre chose, ça n'atteignait pas alors les... le butane ne chauffe pas suffisamment. Il faut du propane puisqu'on est déjà à l'extérieur. Et c'est le gaz propane est plus, je sais pas comment on dit, pas calorique, mais... Ouais, mais enfin voilà, il peut monter en température Voilà, plus il peut que monter davantage en température, puisque la cuisson raku, on doit monter à 1000 degrés. Et c'est à partir de cette température que l'émail est en fusion. Et que c'est là où ça crée les... Non. Non, ça a sorti. Oui. Donc, quand l'émail est en fusion, on éteint, on coupe le gaz, on ouvre le four et avec des grandes pinces et des gants inifugés, on sort la pièce. Là, se provoque un choc thermique, puisqu'il y a une différence de température. Et au préalable, on a préparé des grandes bassines avec un combustible. Moi, j'utilise surtout des copeaux d'arbres fruitiers, parce que le pain, les résineux, ça ne va pas bien. Donc la pièce est sortie, le choc thermique provoque des craquelures. On met donc cette pièce sur les copeaux. Donc tu ne peux absolument pas maîtriser ces craquelures. Je veux dire, en mettant par exemple un enduit spécial qui fait qu'après... Non, les craquelures ne sont pas maîtrisées, c'est le choc thermique. Et en fonction du placement dans les copeaux, plus on attend, plus il se produit un tressaillage. Au début, on a des grandes craquelures, et plus on attend, mais attendre, pas, c'est l'affaire de quelques secondes. Donc on pose la pièce sur les copeaux. Là, tout s'enflamme, on appelle ça la troisième cuisson, puisqu'il y a eu donc le dégourdi, la cuisson raku, et donc ce troisième feu. Et là, on couvre, donc avec un couvercle, et donc on coupe l'oxygène. Et de ce fait, le gaz carbonique se fixe dans les craquelures et dans les parties qui ne sont pas émaillées. Donc c'est là que c'est ce qui donne l'aspect noir en fait. C'est ce qui donne l'aspect noir. Okay. Voilà. Et donc là, tu m'expliquais avant l'histoire des 3 temps de cuisson pour les aspects couleur scarabée. Tu peux expliquer? Les oxydes. Voilà. Ce sont des oxydes. Donc en ce qui concerne les oxydes. Là, vous avez 3 types de cuisson différents pour obtenir 3 rendus différents. Non, c'est pas 3 types de cuisson, c'est 3 types d'enfumage. Voilà, donc explique-nous. Voilà, donc en ce qui concerne les bonbonnières irisées, elles sont cuites de la même façon, on monte à 1000 degrés. Et pour obtenir ces irisations fer-cuivre qui doivent remonter, plus on met rapidement dans les copeaux, plus le cuivre ressort. C'est-à-dire que la première sur la gauche, ça se passe non, droite. Ouais. Gauche ou droite? À l'écran, tu parles de celle-ci? Celle-là. Celle-là, elle sera la 3e en partant de la gauche. Alors, la 3e en partant de la gauche, le cuivre est remonté parce que dès que je l'ai mis dans les copeaux, j'ai couvert et j'ai coupé l'oxygène. La 2e a été placée en 2e position. Et la 3e position. C'est-à-dire que plus on couvre rapidement, voilà. Plus on coupe l'oxygène rapidement, plus on fait remonter les oxydes de fer, cuivre. Voilà. Et si on attendait, on se retrouverait avec une bonbonnière complètement bleu turquoise. Tu as ton atelier, donc tu as ton propre four. Voilà, donc j'ai mon propre four électrique. Ça c'est important pour ceux qui font de la sculpture, je sais que c'est pas évident d'avoir un four. Ouais. Donc j'ai un four électrique donc, pour faire les biscuits ou les dégourdis. Ça c'est la liberté pour un potier d'avoir son propre four. Et ensuite, moi j'aime bien faire partager ce que je ressens au niveau du raku. Et j'organise des stages de cuisson à mon domicile. Et donc les personnes arrivent avec des pièces confectionnées dans un atelier. Et ensuite, donc, je les apprends à émailler. Et le matin, on émaille. L'après-midi, on fait les cuissons. Et là, c'est émerveillement garanti à l'issue de chaque cuisson. Et pourquoi émerveillement? Parce qu'en fait, la traduction littérale du raku, c'est le bonheur dans le hasard. Quand on sort la pièce des copeaux, elle est toute noire,
couverte de suie. Et au fur et à mesure qu'on va nettoyer, on la passe d'abord à l'eau et ensuite on la nettoie avec une éponge grattante. L'émail est fixé, ce n'est pas du tout fragile, on peut gratter avec des pailles de fer ce qu'on veut. Et là on découvre la craquelure. Voilà. Et peu importe, moi je ne suis jamais déçue par le nombre, par le nombre de craquelures et le tressaillage de la terre. Là, ça, c'est aléatoire et imperfection. Donc, Voilà, aléatoire et imperfection. De toute façon, après, voilà, le Le raku... raku aussi, c'est le bonheur dans le hasard et la beauté dans l'imperfection. Ce sont les traductions littérales. Parce qu'après, on va y revenir dans cette saison. On va avoir aussi du kintsugi. On va parler du kintsugi, mais surtout, on va essayer de creuser un peu sur les origines du raku. Ça a l'air d'être comme la frite. Voilà, il y a plusieurs personnes qui se déclarent... Voilà, alors il y a des personnes qui disent que l'origine du raku est le XVIe siècle en Corée. D'autres adeptes du Japon, que ça a été fait au Japon. Mais en tout cas, à la base... Ça a l'air d'être complexe. L'histoire du raku, déjà, je ne sais pas ce qu'on va soulever, mais ouais, ça... Et donc, à la base, la création du raku est reliée à la cérémonie du thé, puisque chaque personne qui avait confectionné son bol à thé et le faisait cuire en mode raku. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des potiers qui organisent des cérémonies du thé et après avoir pratiqué une cuisson raku. Ok. Quelque chose d'autre à rajouter ? Ben non. Moi, je suis enchantée de ce que je fais. Et pour moi, l'émerveillement est total à chaque cuisson. Voilà, c'est sans cesse renouvelé. C'est joli après, hein, c'est joli, donc c'est top. Non, c'est de l'éclat, du partage, de la technique, des expériences. Merci beaucoup, Nicole, pour cet entretien. Avec plaisir. Et donc jusqu'au 15 février, avec Elisabeth Lombard, Chris Fetus Tamula à la Mosaïque. On passe au reportage avec Chris, ensuite le jeu concours, et on sera bon pour l'épisode 2. Ok, donc second reportage, Chris Fetus Tamula, épisode 2, Galerie La Mosaïque. Bonjour Chris. Bonjour. Alors comment ça va présentement en ce jour ? Très bien, heureux d'être reçu à la Mosaïque. Merci, écoute, merci à toi aussi d'être présent, c'est top de t'avoir ici. Alors de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui ? Je sais pas, on commence par quoi ? Les débuts Comme tu le sens, si tu veux commencer par la fin, ça peut être la fin aussi. Hein. Non, mais on va faire une petite chronologie alors. Donc, comment ça commence ? Ça commence tout gamin, enfant, j'ai toujours dessiné. Après, c'est vraiment parti à fond au collège, sur les tables. On se faisait des petits concours entre dessinateurs. On se répondait par dessins interposés. Cadavre-exquis ? Non, pas cadavre-exquis. Si, un peu cadavre-exquis, on peut dire ça, ouais. Et principalement quoi comme dessin ? C'était des persos ou des reprises. À l'époque, il y avait encore les disques vinyles, donc on était fort influencé par les pochettes d'albums. Alors c'était à celui qui allait réussir à refaire la copie de son album préféré. C'était un petit peu notre top 50 dessiné. C'était pas encore trop la mode des lettrages ? Parce que moi j'en ai bouffé de ça, des lettrages, des lettres. Ah non, dans les années 80, pas encore. Hein. Ouais. Non, C'est intéressant de savoir justement que ça arrive, je sais pas, 90 quoi en fait. Ouais, 90, mais moi le collège c'était 80... Ouais. 85, 86. Donc plus sur des persos, des personnages. Des persos, des reprises de pochettes d'albums. J'étais fan de Eddie, le personnage des pochettes de Iron Maiden. Je le reproduisais à fond et avec le collège arrivaient les débuts des musiciens parmi les amis qui montaient leur petit groupe de rock, qui voulaient faire leur concert à la boum du collège. C'est à moi qu'on demandait pour faire les logos, les affiches. J'étais super content, mes dessins étaient affichés partout dans le collège. Yes. Voilà, c'était mes petits moments de gloire d'exposition prépubère. T'as des anecdotes comme ça de collabs sympas ou connus, ou même pas connus mais sympas quoi, juste des collabs. Non, ça c'est venu par la suite, beaucoup. Voilà, pas jeune. Beaucoup plus tard, non pas jeune. C'est venu pendant mes études universitaires en école d'art. Et
fin 80, début 90. Mais au marqueur au début, les bombes c'était trop cher. Ouais. C'était trop cher et en plus, moi j'habitais un petit bled. Les seules bombes qu'il y avait, c'était. Rouge, jaune, bleu. Ouais, c'est ça. Avec un seul cap, une seule sortie, une seule taille. Voilà. Et c'était trop cher. Donc, C'était trop cher. C'était quoi les marqueurs à l'époque? Oh, les marqueurs à alcool de chez Penn ou de chez Stabilo. Hein. Ok. Et donc principalement quoi au début dans la rue? Ton personnage, le fœtus ou pas encore? Non, le personnage de Fœtus, il est arrivé 98, ouais, 98. Ok. Donc tu veux en parler du fœtus ou pas? Ben ouais, c'est mon petit logo, c'est mon blaze, c'est mon pseudo, c'est ma marque. Donc pourquoi le fœtus? Bah parce que c'est universel, hein, ça touche tout le monde, et puis c'est le commencement de tout, hein, de tout à chacun. Le fœtus, l'embryon. Non, pas encore. Non, justement, c'est plus l'embryon là. C'est le Ah, fœtus. il est ici, l'embryon. Ouais. Là, on passe par toutes les phases, hein, du spermatozoïde à l'embryon jusqu'au fœtus. Ok, ouais, oui, on voit en haut à droite là, déjà. Ok. Et donc très vite, street art, rue, qu'est-ce que tu représentes du coup? Personnage? Pas logo aussi, des logos? Le bébé. Je fais pas mal de caricatures. Au début, c'est des blagues un peu. Je faisais un peu du Charlie Hebdo sur mur. Des petites vannes. C'est ça, parce que tu as un univers aussi où souvent tu as des traits d'esprit, des jeux de mots. Oui, c'est ça. Bah, j'essayais de faire des charades, des rébus, des jeux de mots. Ouais, c'est ça. Yep. Et donc ouais, tu as fait aussi des gags. Tu as fait une BD qui recense tous tes gags. Tous tes, Ouais, ben, il est recensé sur la Fanzinothèque. La Fanzinothèque, c'est un site de référence que sur les fanzines. Et il y a mon fanzine Street Trash non censuré, parce qu'il y a eu des versions censurées et des versions non censurées. Et ça, le non censuré, j'en avais sorti que 25 exemplaires. Il m'en reste un que je garde bien Ouais, précieusement. c'est le collector. C'est collector, Collection ouais. privée. Mais je pense que je vais le rééditer d'ici peu. Vu que maintenant le prix des impressions a nettement chuté, parce que ça me revenait à presque 10 € l'exemplaire. Bon, après, il y avait 64 pages recto verso quand même. C'était un beau en format A4, ce qui n'est pas le format habituel des fanzines qui sont souvent en A5, avec très peu de pages. Bon, après, c'est vrai que ça sort, les fanzines habituelles, ça sort toutes les semaines ou tous les 15 jours. Moi, j'en ai sorti qu'un sur l'année, quoi. Mais il y avait tous mes dessins noir et blanc humoristiques. Ah, mais pour l'avoir vu, ta BD, non, elle est top. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez le lien, je le remettrai dans la vidéo. Mais n'hésitez pas à aller voir, aller découvrir l'univers humoristique du Chris Fœtus. Je vais le ressortir. Donc, aux intéressés, c'est pour la début 2023, la réédition de La Street nouvelle Trash. sortie, cool. Ton coin, ton spot en street art le plus risqué ou original, exotique, dangereux, quelque chose comme ça, tu as? Ah, la façade du lycée. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est au 4e étage, au rouleau, penché à l'envers. Périlleux? Périlleux. Et de nuit, avec très peu d'éclairage. C'est ça, c'est quand tu vois pas les couleurs, c'est ça le plus... Et ouais, mais enfin là, c'était un bicolore, ça va. Ok. Après, il y a mon premier rappel au Bazac en arrivant à Toulouse. Là aussi, c'était pas mal, mais... En rappel? Et là, je me suis fait arrêter en flagrant délit. Depuis t'es connu, vraiment ils te connaissent. Donc maintenant, l'avantage, c'est que Voilà. la police municipale m'appelle pas par mon nom et mon prénom, mais par mon blaze. Alors, Bonjour Fœtus. voilà, quand je les croise à vélo, c'est bonjour Fœtus, ouais. Ah, ça c'est top. Vers où aimerais-tu te diriger maintenant? On y est changement de style ou là par exemple tu as un nouveau style que tu essayes en ce moment. Est-ce que tu as des idées comme ça? Vers où tu voudrais te tourner dans le futur?
J'essaie, là, en ce moment, je suis sur des recherches plus sur la matière, que j'ai toujours fait de la figuration, et pour avoir travaillé la peinture figurative pendant longtemps, je me suis rendu compte qu'on pouvait utiliser aussi la matière. Alors je commence un petit peu là, depuis le début de l'année, à travailler la matière. Ok, de toute façon, voilà, on montrera les nouveaux styles avec les gros plans. Est-ce que tu as un conseil, une technique, quelque chose comme ça que tu voudrais donner à quelqu'un qui se lance dans le street art, l'acrylique, le Posca, le marqueur, la peinture? Non, justement, il faut pas se faire un... Je pense qu'il faut faire attention à pas trop se laisser influencer par les autres. Avec le temps, faut trouver son propre style. Et une fois qu'on l'a trouvé, il faut essayer de le développer un maximum et pas trop se faire infecter par les autres. Et moi, j'ai mis très longtemps à aller regarder le travail des autres parce que je me laissais influencer. Et j'ai préféré développer mon... Là, par exemple, ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, c'est intéressant parce que pour celui qui ne connaît pas encore, là, tu rajoutes les reflets, en fait, tout ce qui est reflet. Et ça peut être juste une touche de blanc au Posca. Et bim, vous avez le reflet qui apparaît dans le verre. Ouais, ça donne du volume. C'est ça. C'est la petite technique, la petite touche. Voilà, qui est pas... mais qui rajoute énormément, en fait. Ouais, et ouais. c'est juste voilà, des petites touches de blanc. C'est génial qu'on finisse sur ça. Parce que là, c'est exactement ça. Le petit tips, voilà. Tu rajoutes à la fin touche de blanc. Ça te fait obtenir un effet reflet ou un effet voilà, de profondeur sur le sujet, l'objet. Petite touche comme ça de blanc et on est bien. Est-ce que tu as un mot de la fin, Chris? Clôturer. Non, le mot de la fin, c'est de venir nous rendre visite ici Jusqu'au 15 février. à la Mosaïque. Jusqu'au 15 février, deuxième exposition de l'année. Elisabeth Lombard, Nicole Bercia, Chris Fetus Termula. Pas hésiter à laisser un petit mot dans le livre d'or pour nous donner vos impressions sur l'exposition et sur le mariage réalisé entre les trois artistes présents à la Mosaïque. Le choc des univers, le choc des genres. Le choc des genres. À la Mosaïque pour la deuxième exposition de l'année. Merci à toutes et tous. On passe au concours et ensuite on clôt l'épisode 2 et à la prochaine. À très bientôt.